Salam alaikum, Zoul, bonsoir. Je lisais donc tout à l'heure un petit conte philosophique raconté par un politicien canadien dans les années 40 et je l'ai trouvé très intéressant. Je m'en suis donc inspiré pour vous en raconter un autre, à ma façon, qui convient à notre situation. Ça se passait au Khorofistan, le pays des gentils moutons. Il n'y manquait de rien, de l'herbe bien verte, bien grasse, des bergeries douillettes avec des couettes pour se tenir au chaud la nuit, un vrai pays de cocagne où ils étaient très heureux, les gentils moutons, comme le serait n'importe quel citoyen dans n'importe quelle gentille dictature au monde. Mais pour s'occuper du pays, de ses affaires courantes, comme de faire des lois pour couper des brins d'herbe en quatre, ou à quelle sauce manger apprêter ses petits plats, il fallait avoir un parlement, un président et une armée pour veiller à la sécurité moutonnière. Et comme les choses devaient se faire dans le respect de la Constitution, surtout sur la façon d'apprêter les petits plats, il fallait absolument que les citoyens moutons aillent régulièrement faire leur devoir électoral, comme le prévoit la Constitution moutonnière, qui avait été rédigée, arrangée, aménagée, réaménagée, votée et amendée par les grands serviteurs de l'État moutonnier, qui se trouvaient tous être des loups. Des loups révolutionnaires, des loups qui étaient les dignes héritiers d'autres loups qui avaient sauvé les moutons après leur indépendance et qui avaient pris en main leur destin pour bien s'occuper d'eux, pour les dorloter, les mitonner, les mijoter et les assaisonner à toutes les sauces du bonheur. Les loups généraux de corps d'armée, tous de vieux loups, étaient les plus forts de la meute, parce qu'en plus de leur redoutable croc, ils avaient beaucoup de soldats composés de jeunes béliers, dont le service national consistait à ramener au bercail les moutons qui tentaient de temps en temps de se faire la belle et qui ne voulaient pas être dorlotés ni mijotés sur des barbecues. Et donc, bien entourés par les béliers qui faisaient leur service national, par les béliers flics, par les béliers gendarmes, les béliers du FLN, du RND et des partis islamistes moutonniers et les brebis magistraques, le bon peuple des moutons ordinaires allait voter pour choisir qui des loups blancs, des loups noirs, des loups à barbe, des loups barres, des loups sticks, des loups comiques ou des loups tragiques, il devait choisir pour être le président, pour être le député, charge nécessaire pour jouer le rôle de président et de député, pendant que les loups généraux de corps d'armée s'occupaient de la très stratégique et très patriotique mission de se remplir la panse nationale. Il faut reconnaître qu'il y avait de quoi être fier de ces loups. Ils étaient tous en excellente santé, bien dodus, ventrus, fessus, moustachus. Et ne me demandez pas pourquoi des moutons devraient élire des loups pour s'occuper de leurs affaires. Ce serait le signe que vous n'avez rien compris, voire même que vous êtes animé d'intentions belliqueuses, que vous êtes peut-être envoyé par une puissance étrangère, un autre pays de loups, qui ne cherche qu'à s'immiscer dans les affaires nationales des gentils moutons nationalistes et des loups moudjahidines et révolutionnaires. Honni soit qui mal y pense et qui y pense. Les moutons allaient donc voter, puis ils applaudissaient les loups qui avaient été élus, malgré la mésentente furieuse, mais heureusement verbale seulement,
qui sévissaient entre les loups blancs, les loups noirs, les loups à barbe, les loups barres, les loups sticks, les loups comiques ou les loups tragiques. Ils allaient voter jusqu'au jour, ces moutons, ils allaient voter jusqu'au jour où ils refusèrent un 5e mandat pour un vieux loup qui n'était plus qu'un cadre de loup, derrière lequel se cachaient des requins, des crocodiles et des mchamchia accros au gueuleton pour des gloutons. Alors, les moutons décidèrent de ne plus participer à ces élections dont le seul but consistait à choisir la sauce à laquelle ils doivent être bouffés. Et ils décidèrent de sortir dans la rue et d'exiger des élections où il n'y aurait plus de loups, quels qu'ils soient. Les loups blancs, les loups noirs, les loups à barbe, les loups barres, les loups sticks, les loups comiques ou les loups tragiques. Ils voulaient des élections où il n'y aurait que de gentils moutons. Et ils ont même dit aux béliers qui aidaient les loups à croquer leurs frères qu'eux aussi étaient des moutons après tout, et que le temps d'être des kbash el-Eid viendrait pour eux aussi, tôt ou tard. Et j'arrête là l'histoire, parce qu'elle en est encore là. On n'en sait pas la suite. Et on ne sait pas si les moutons vont réussir à chasser les loups du Khorofistan. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Promis, juré. Mais je suis prêt à jurer aussi que les moutons en sortiront vainqueurs. Vous savez pourquoi? Parce que les moutons ont découvert qu'en plus de leur selmiya naturel, la meilleure arme, leur meilleure arme, imparable pour les loups, est l'union de tous les moutons. Le régime s'obstine, élection Bessif. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 1982 à 1988. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous devions être rejoints par Brahim Senoussi, problème de taxi. Nous devons être rejoints par Senhaja Krouf, problème de transport. Et à la fin de l'émission, nous allons être rejoints par mon jeune confrère Chaban Kassi pour une chronique. Alors, Brahim Senoussi. Non. Brahim Younsi. n'est pas venu. Oui. Brahim Younsi. Alors, moi, je vous propose quelque chose. Nous allons écouter Gaïd Saleh pour commencer. Un petit extrait de son discours d'aujourd'hui, puis nous allons en parler. À mon malheur. Notre malheur. إنه من الواضح أن الرهان اليوم كما كان بالأمس وهو محاولة إخراج الجزائر من البيئة الطبيعية بمسارها التطويري بكل ما يحمله من قيم تاريخية وثقافية ودينية ومحاولة تقديم بدائل تستهدف ضرب الثقة القوية التي تربط الشعب بجيشه وإحداث قطيعة بينهما ومحاولة استغلال الظرف الراهن الذي تمر به البلاد من أجل تهديم أسس الدولة الوطنية من خلال شعار الدولة مدنية وليست عسكرية. تحاول العصابة من خلاله تغليط
الرأي العام الوطني عبر نشر هذه الأفكار الخبيثة التي ليست لها وجود إلا في أذهان والنوايا. Brahim Senoussi, entre autres choses. Brahim Younsi. Je suis désolé, vraiment. Ça arrive souvent. Hein? Ça arrive souvent. Quand il s'agit de Brahim Younsi et de Brahim Senoussi, j'inverse. C'est pas grave, c'est un homme honorable. Absolument. C'est dommage qu'il ne soit pas avec nous. Alors, Brahim Younsi. En substance, il a dit beaucoup de choses, Gaïd Salah, mais dans la même chose qu'il redit depuis tout le temps. Mais ce que nous avons relevé cette fois-ci, c'est qu'il blâme ceux qui sont en train de dire Doula Madaniya, Meshi Askaria. Il n'a pas démenti, il n'a pas dit non, mais ce n'est pas une Doula Askaria. Il a dit comment vous osez dire une chose pareille et revendiquer une chose pareille. Parce qu'il reconnaît la Doula Askaria. Il reconnaît, mais c'est horrible de dire ça. Lui, vous l'avez assimilé au loup. Oui, enfin, vous l'avez assimilé. À chacun de comprendre ce qu'il veut. Vous me donnez 2 minutes sur le loup. D'accord. Vous diffamez les loups. Vous les diffamez. Vous les diffamez. Je vais vous dire pourquoi. Dites-moi. Je vais vous dire pourquoi. Vous commettez une injustice à l'égard des loups. Je vais vous dire. Les loups, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Je vais me faire leur défenseur. D'accord. Mais les vrais loups. Les vrais loups. Pas les loupards. Ouais, comme pas les loustiques. Pas les loustiques. Le loup a un respect immense, religieux, pour ses aînés. Et pour les aînés faibles. Oui. Un respect énorme pour les faibles, pour les vieux, pour les malades, pour les handicapés. Et il les met devant. Et les jeunes, forts, solides, se mettent à leurs pas pour ne pas les perdre, pour ne pas les égarer. D'autre part, oui. D'autre part, ouais. Vous savez que le mot lycée vient de loup. C'est l'assemblée des loups, une sorte de meute. Non, pas forcément. Non, c'est pas cela. Il vient du mot Lucéon. Et le Lucéon, c'était le quartier des loups, non loin d'Athènes. D'accord. Et c'est l'endroit où Aristote enseignait. Ah, et la louve en particulier, c'est une enseignante, c'est une éducatrice, c'est une formatrice. Et dans tous les lycées, beaucoup de lycées, vous trouverez un loup, une louve. Donc, il va falloir que je change mon compte philosophique. Qu'est-ce qu'on préconisait de mettre à la place du loup? Peut-être les hyènes. Des hyènes, oui. Des crocodiles, des requins. Oui. Non, des requins avec des moutons, c'est pas le même milieu naturel. Voilà. D'accord. Des hyènes. Des hyènes, peut-être. D'accord, parce très que bien. C'est méchant. Alors, Sanhaja Khrouf, merci d'être avec nous. Merci à vous. Transport, problème de transport. Oui, tout à fait, c'est galère, Paris, voilà. Alors, nous parlions de ce discours de M. Ahmed Gaïd Salah qui reproche aux gens, il ne dément pas que l'Algérie est devenue ouvertement une dictature militaire. Non, il ne dément pas. Il dit seulement comment osez-vous exiger une doula madaniya contre une doula askaria. Vous allez diviser les Algériens, etc., etc. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas de la part des militaires. Mais évidemment, ils ont toujours, depuis l'indépendance, en tout cas depuis que Boumediene a pris le pouvoir, on a basculé dans quelque chose de militaire. C'est évident que depuis, dans la tête des ceux qui nous gouvernent, ça devient tellement naturel qu'aujourd'hui, démentir ça... Oui, mais jusque-là, ils se cachaient derrière de bien commodes façades républicaines, j'allais dire. Ils nous faisaient croire que c'était les présidents qui étaient à la manœuvre. D'ailleurs, à chaque fois, ils arrivaient pour dire clairement que l'armée se confinait à ses seules prérogatives constitutionnelles, qui sont de défendre la nation et de protéger les frontières. Mais personne ne croyait, ça on le savait. Oui, mais il le disait néanmoins. Mais il le disait. Là, c'est un changement de discours. Je pense que c'est bien. C'est plus franc. C'est plus franc, et puis en moins, comme ça, on sait à qui on a affaire, et on sait, quand on connaît notre ennemi, on sait comment se positionner. Parce que tant que c'était dans le flou, la culpabilité, rappelez-vous, au début des manifs, c'est Djesh Sha'b Khawa Khawa. Aujourd'hui, les gens, ils ont compris que, d'abord, au sein du Djesh Meshi Khawa Khawa,
يا الجيش اللي يحكموا اللي ولادو عايشين في الامريكان واللي عايشين في لا سويس والجيش المسكين les fins du mois qui a des difficultés à boucler les fins du mois. Ça c'est aidant au sein du Djech, d'abord on n'est pas khawa khawa et de deux le peuple a compris que c'est pas aussi khawa khawa, c'est très bien moi je trouve. Et le plus grave aujourd'hui dans le discours de Gaïd Saleh, c'est qu'il n'a pas évoqué de la plus petite façon ces Jounoud dont vous parlez qui sont relégués aux oubliettes, qui mangent très mal, qui s'habillent très mal, qui sont montés contre leurs propres frères, dont 3 ont été assassinés par les terroristes. Et nous nous attendions que Gaïd Saleh commence par ça. Or, il n'en a pas fait la plus petite allusion. Parce que pour lui, c'est de la chair à canon, tout simplement. Oui, mais à ce point. Ouais, D'habitude, il est démagogue. Hein, les chouhada, les moujahidines, les soldats. Il n'y a plus de démagogie aujourd'hui. À ce point. Ils se sont dévoilés, si j'ose dire. Mais à ce point. Ils se sont défaits de leur voile. À ce point, c'est le mépris. C'est des soudards. C'est le mépris le plus total. Je pense qu'ils étaient dans un discours nationaliste qui nous a... avec lequel ils ont gouverné depuis l'indépendance. Hein. Et ils avaient... quelque part, ils se cachaient derrière ce nationalisme. Aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus leurrer le peuple. Moi, je pense que c'est ça. Et je pense que, quand bien même, peut-être on va revenir, je n'ai pas vu votre feuille de route de ce soir, on va probablement revenir aux élections, mais quand bien même il y aura des élections, ça ne sera plus comme avant le 22 février. C'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a l'avant 22 février, je pense qu'il y a l'avant 5 juillet 62, et il y a l'avant l'après. L'indépendance, ouais. Et moi je tiens quand même à le dire, il n'y a pas pire que le colonialisme. C'est pas moi je ne fais aucune comparaison, on a sorti les colons, c'est quelque chose de terrible. Aujourd'hui, on est contre un pouvoir dictatorial, cependant les Algériens sont des citoyens, ce n'est pas des indigènes, et donc forcément sur le long terme on va gagner la bataille. Alors, nous allons revenir d'abord à cette histoire de magistrat qui nous avait fait croire qu'enfin les magistrats allaient se saisir de cette question de leur propre indépendance, de la séparation des pouvoirs, qu'ils allaient donc surfer, mais dans le bon sens, sur la vague du Hirak pour arracher leur indépendance. Et ils avaient même dit qu'il n'était plus question pour eux de discuter de ces affaires, de ces revendications socio-professionnelles, mais que leur seule revendication était devenue désormais l'indépendance de la justice. Or, en catimini et en aparté, ils négociaient avec le régime. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, et plus, et même plus. On nous dit même que les gens du syndicat ont été choyés. Et d'un coup, on nous annonce que ça y est, c'est réglé, les magistrats interrompent leur grève et qu'ils reviennent à leur poste. J'ai eu en contact des magistrats avec lesquels j'ai parlé au téléphone. Ils m'ont dit que le syndicat est une véritable mafia. Ils sont dans la menace. Et ils sont en train de nous dire que quiconque sortirait du rang se verrait muté dans des endroits où il faut craindre d'être muté, etc., etc. Votre avis, messieurs, dames? Cette question est extrêmement importante, oui, celle des magistrats. Parce que les magistrats n'étaient pas rentrés jusque-là dans ce que beaucoup appellent, certains philosophes appellent, l'espace des raisons. Et ils viennent d'en sortir très vite. Ils viennent d'en sortir très vite, de cet espace des raisons. Cet espace des raisons, c'est la réalité. C'est faire face à la réalité. Ils ne font pas face à la réalité. Et l'espace des raisons, c'est le champ de la démocratie. Donc ils en sortent. Ils étaient en dehors du champ démocratique. En dehors. Et aujourd'hui, ça devient manifeste. Comme les intellectuels, d'ailleurs, oui, qui ne sont pas entrés dans cet espace des raisons également. Parce qu'ils ont bradé
la démocratie, ils ont capitulé. J'appelle ça la capitulation contre la validation. À partir du moment où on les valide, ils capitulent. On les valide en tant qu'intellectuels. On les valide en tant que terrain, en tant que diplômés, en tant que docteurs, en tant que politique, en tant que ceci, les partis politiques, exactement la même chose. Dès que c'est l'abdication contre l'agrément. C'est du donnant-donnant, quoi. C'est du donnant, contre l'agrément. On les a agréés, ils ont abdiqué. Les magistrats, eux, se soumettent de nouveau. Vous savez qu'on les appelle maintenant les magistrats. Oui. Magistrats. Ouais. Donc, ils se soumettent. C'est la soumission contre... Mais ce n'est pas nouveau, Brahim aussi. Ben justement, mais c'est la soumission contre l'avancement, et vous en avez parlé, oui. et l'enrichissement. Mais Brahim aussi, je tiens à préciser quelque chose. Parce qu'on a l'impression que ça, ils ont changé. Ils étaient non, honnêtes. Je l'ai dit auparavant. Non, oui. je le dis. Je parle pas en termes Les magistrats d'honnêteté. ont toujours été le bâton armé du régime. Oui. Moi, c'est en contrepartie, le régime leur concédait le droit de cuissage sur la population. Moi, j'en sais quelque chose. J'ai fait un travail de journaliste sur ça quand j'étais au pays. Ça m'a coûté très, très cher. On m'a emprisonné mes 2 fils. Donc, ces magistrats, moi, j'en connais quelqu'un qui est mort, je l'ai déjà dit dans une émission précédente, à Tébessa, qui avait un courtier connu dans tout Tébessa. C'était un marchand de meubles. Il était le courtier de ce procureur. Il avait un tarif. Vous lui dites, ah, j'ai telle affaire, il vous dit, attendez, c'est 50 millions, c'est 20 millions, c'est de notoriété publique. Et donc en contrepartie de leur silence, de leur connivence, le régime fermait les yeux. Il ne leur demandait pas d'où tient-il cela. Si vous permettez, je vais citer François Mauriac. Oui, François Mauriac, dans son bloc-notes, un de ses bloc-notes, parle des Bonaparte. Parle des Bonaparte, et on peut le transposer aux généraux et aux magistrats. Oui. Où il dit, ils mangent, ils ont mangé, ils se sont remplis les poches, et ils se distribuent les couronnes, et ils se remettent à table pour un second service. C'est le cas des magistrats. Ils se remettent pour un second service. Les magistrats ont toujours, moi je ne parle pas en termes d'éthique, mais de la fonction elle-même, de la fonction qui est nécessaire à la démocratie. J'ai écouté un petit peu hier le débat que vous avez eu hier sur la question de la justice, précisément. Certains de vos invités ont dit qu'il n'y avait pas que le pouvoir judiciaire, constitutionnellement, n'était pas inscrit. Il est inscrit. On parle de pouvoir judiciaire dans la Constitution algérienne. Sultan al-Qada'iyya. Laissez le pouvoir. Il parle de l'jihaz. Non. Jihaz al-Qada. En langue française. Oui. Ça veut dire l'appareil de la justice. Non, mais la Constitution, en langue française, dans son chapitre 3, dans ses articles 158, 156, 157, 158, parle du pouvoir judiciaire. Bien sûr. Bon. Mais ce n'était pas la question. Nous, on ne parlait pas de la séparation des 3 pouvoirs. Non, ce n'est pas en termes de séparation. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas un appareil. Il n'est pas considéré comme un appareil. Mais en arabe, en algérien, ils disent « al-jihaz al-qada'i ». Mais en français, ils ne disent pas « al-sultan al-qada'iyya ». Mais en français, ils disent « pouvoir ». Mais en Algérie, quand vous entendez un magistrat parler, bien sûr, il vous dit « al-jihaz al-qada'i ». L'outil, à la limite, l'appareil, ça veut dire qu'il est à la disposition de quelqu'un qui a le véritable pouvoir. C'est la raison pour laquelle je dis qu'en français, ils utilisent pouvoir judiciaire, alors que la Constitution française ne parle pas de pouvoir judiciaire, elle parle d'autorité judiciaire. La justice, c'est une autorité. Oui, mais constitutionnellement parlant, on parle du pouvoir judiciaire, du pouvoir pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Oui, on parle de bien sûr, on dit qu'il y a 3 pouvoirs. Voilà. Bon, mais la Constitution française parle de l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire est plus importante que le pouvoir. Parce que vous avez des pouvoirs qui n'ont pas d'autorité. Et des autorités qui n'ont pas de pouvoir. Et oui, absolument. Moi, je n'ai pas envie qu'on... Enfin, je ne suis pas d'accord. Les magistrats, les intellectuels et les partis, ce n'est pas du tout la même chose. D'abord parce qu'il y a certains intellectuels... Je ne les ai pas assimilés. J'aurais pu dire les classes parlantes. Les intellectuels, il y a certains qui se sont positionnés contre ce pouvoir. Il y en a beaucoup quand même qui se sont positionnés clairement. Beaucoup peut-être pas. Moi, je pense à... On ne parle pas des individualités.
On parle de ces élites ou pseudo-élites qui s'affirment en tant que telles. Pseudo-élites, Harbi, il a fait un très bon texte, c'est un intellectuel, par exemple. Hadjrassi, il a fait un très bon texte, c'est un bon intellectuel. Non, mais je veux dire, ça discrédite après. Je connais l'un et l'autre, les deux personnes que vous venez de je les connais très bien. Il y en a qui sont. Et les partis aussi, pour revenir, il y a les partis qui ont marché avec le pouvoir, il y a les partis qui ont cautionné le pouvoir, mais il y a des partis qui sont peut-être minoritaires et qui n'ont pas cautionné, qui existent et qui ont disparu presque, on est d'accord. Mais juste pour revenir à l'autorité par rapport à ce qui se passe, on a rêvé une fraction de seconde, c'était une chance pour eux. À la limite, je vous assure que j'allais vous poser cette question. Eh bien, oui, ils allaient, comme on dit chez nous, ils auraient pu yerslu adhamhom. Wallah, j'allais vous poser cette question. C'était l'occasion ratée. Ils auraient pu continuer et ça aurait pu effacer, entre parenthèses, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se pardonne, parce que sinon, c'est pas possible. Absolument. Donc, du coup, c'était l'occasion qu'ils ont ratée. Et évidemment, je pense que leur ventre est plus fort que leur cerveau, plus fort que leur éthique, plus fort. Et c'est ça, malheureusement. On tombe toujours du côté où l'on penche, naturellement. Exactement. Pour rester dans cette question, parce que c'est très important, comment se fait-il? Pourtant, il y a ce club des clubs des magistrats, des clubs des juges, je crois, dont on nous dit que c'est vraiment c'est un groupuscule, j'allais dire, de magistrats qui est très engagé, constitué de magistrats intègres, qui veulent aller au charbon, mais qui sont mis en minorité, qui sont menacés, qui sont... Alors, comment se fait-il que dans tout ce corps, où je présume il doit y avoir des milliers de magistrats, que leur ventre soit plus fort que leur intelligence? Parce que ça se voit très bien que la victoire reviendra au peuple, il n'y a aucun doute là-dessus. Et qu'ils sont en train d'endosser une responsabilité énorme parce qu'ils ont eu le choix, la possibilité d'arracher cette indépendance. Sans eux, les élections ne peuvent pas se tenir. C'est clair. Et comment se fait-il? Est-ce que le pouvoir est puissant au point où il les tient à un point tel qu'ils ne peuvent pas bouger? Est-ce qu'ils sont stupides à ce point? Comment expliquez-vous qu'ils aient raté une telle chance? Moi, je pense qu'il les tient déjà. Parce qu'à mon avis, shkayer, ce qu'on appelle shkayer, parce que ça se passe plutôt comme shkara. Donc, il y en a beaucoup qui ont des shkayer à la maison. Ça, c'est sûr. Ça, il les tient, par ça. De deux, l'idéal, entre parenthèses, révolutionnaire, c'est pas propre à l'Algérie. Malheureusement, on n'est plus dans les idéaux de Che Guevara où la personne meurt pour ses idées. Malheureusement, je le dis. Et donc, c'est très fragile. Et là, on leur demande pas tant. On leur demande pas de mourir. On leur demande juste d'être un peu dignes. C'est tout. Ils n'ont pas été parce que je pense que le pouvoir les tient. À mon avis, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça, il les tient bien comme il faut. Et à mon avis, depuis les années, en tout cas les 20 dernières années, ça s'est pas multiplié, ça s'est quadruplé. Rachwa, c'est devenu monnaie courante dans ce pays. Pour avoir un extrait d'acte de naissance, on fait rachwa. Donc vous imaginez quand vous êtes dans des affaires. Je n'ai pas été aussi sévère que Paul Nizan sur les intellectuels. Il les appelait les chiens de garde, pour ceux qui, bien entendu, soutiennent le système. Je n'ai jamais fait allusion, par exemple, à Harbi ou à cette Hadjras qui sont dans l'opposition, même si les parcours de l'un et de l'autre sont différents. Oui, mais c'est en différencie pas... Non. C'est important. C'est important, y compris pour les peuples, y compris pour notre peuple, pour que l'on ne soit pas dans le rejet. Moi, le rejet des partis politiques, c'est un pas vers le fascisme. Et ici, les partis politiques, ils ont toute leur place dans notre pays. Je vais vous poser une question. Deux questions. Vous pensez qu'il y a des élites intellectuelles dans ce pays? Oui, je pense. Des élites? Des élites, oui. Je ne parle pas d'individus comme Harbi ou comme Hadjras, mais des élites en tant que, j'allais dire, catégorie sociale qui existe, qui sur le terrain, qui est active, qui agit sur les événements, Moi, qui les dénonce. Moi, j'ai des amis qui sont éditeurs, par exemple. Je ne vais peut-être pas tous les citer. Ils essayent de... Pourtant, éditer un livre aujourd'hui en Algérie, c'est très difficile. C'est pas ça qu'il faut... Tu fais une gargote, en 2-3 mois, tu t'enrichis. Ils ont fait le choix, par exemple, de rester
en Algérie alors qu'ils ont eu on le parle choix. On ne parle pas de cas particuliers, on parle d'une Après, des situation clubs... sociale où les élites sont totalement absentes. Totalement. Ce n'est pas mon avis, c'est l'avis de tout le monde. Il n'y a pas d'élite dans ce pays autre que celles qui se sont distinguées au service du pouvoir à un certain moment, qui se sont engagées corps et âme avec les putschistes. Nous savons de quoi nous parlons. Oui, non, moi mais sinon des élites qui sont dans le terrain, qui agissent, qui vont bouger les choses, qui dénoncent, qui vont au charbon, on n'en connaît pas. Comme les partis politiques. Vous connaissez, vous, des partis politiques qui peuvent faire sortir 100 000 personnes au moins? Non, parce qu'ils ont été discrédités, parce que ce pouvoir... Ou parce qu'ils se sont discrédités? Oui, ouais, complètement. Pour certains, pas tous. Le pouvoir, il a joué la carte de la division. L'élite, on le voit aujourd'hui, qui est en prison, je ne vais pas les pleurer, même si je suis contre la justice à téléphone, on est d'accord. Mais il y en a qui ont joué le jeu, ils ont joué avec le feu, ils se sont retrouvés à se brûler aujourd'hui. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas. Mais moi, ce qui me gêne, parce que je l'entends, ce n'est pas seulement chez vous, je pense que c'est un peu dangereux de rejeter tout ce qui est élite, tout ce qui est intellectuel. Moi, je vais une fois quasiment par mois dans des réunions, ce qu'on appelle la société civile. Là, il y a des journalistes. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Qavi Ihsan, qui est responsable d'un journal, qui risque sa vie tous les jours. Je suis d'accord avec vous. Tous les jours. Mais vous revenez à chaque fois à la même chose. On ne parle pas d'individualités qui ne sont là que pour confirmer la règle, à la limite. Ce sont des exceptions. Ce sont des exceptions qui sont vraiment au charbon, qui se sont vraiment engagés. Mais en tant que... Vous vous servez des uns pour absoudre les autres. Mais je ne veux pas absoudre les autres. Alors là, pour citer... Sincèrement, c'est vraiment pas pour absoudre. J'ai rien à gagner. Moi, je ne veux pas le rejet. C'est comme ici en France. Le rejet de tout ce qui est politique, ça renvoie les gens à être individualistes, personne ne croit en rien. Et c'est un peu dangereux quand même. Ce que l'on appelle les classes parlantes, parce que c'est des classes parlantes. Et ces classes parlantes-là parlent pour elles-mêmes, elles ne parlent pas pour le peuple. C'est ça le problème des élites de façon générale. Des élites de façon générale. Mais il me semble, pour aller ailleurs, pour revenir au sujet, qu'il y a une sorte, c'est pas une sorte seulement, que des forces d'accélération sont à l'œuvre. C'est la raison pour laquelle le système panique beaucoup plus et qu'il menace. Parce qu'il y a une accélération. Plus les forces d'accélération dans le mouvement révolutionnaire agissent, et plus les institutions, et je vais donner des exemples, se disloquent. Et on l'a vu, par exemple, hier et aujourd'hui. Avec le discours sur la présentation à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée populaire nationale, du ministre des Finances, qui a fait présenter la loi de finances devant une Assemblée nationale vide. Il n'y avait personne. Ça veut dire que les institutions elles-mêmes, sont dans l'anomie. Il n'existe presque plus d'institutions. Oui, mais ce que vous dites, moi, je trouve que c'est un peu dangereux. C'est ce qui dit le pouvoir. Tout ce que je dis est dangereux. Non. Je vous le dis, on peut diverger. Le pouvoir dit, de toute façon, il n'y a pas d'alternative. C'est pas ce que je dis du tout. Mais si on reste dans ce... C'est là où il faut faire attention. Non. Il y a des personnes qui sont capables de prendre le pouvoir, une élite intellectuelle, militante, politique, qui est capable de prendre le pouvoir. Parce que si on dit, il n'y a pas... ça n'existe pas. Comment de prendre le pouvoir c'est-à-dire d'être une alternative, de pouvoir assumer. Ils attendent qu'on les prenne et qu'on les mette. Mais je ne suis pas dans le syndrome de Tina. There is no alternative. Je ne suis pas dans le syndrome de Tina. Je sais qu'il y a des élites, des élites qui sont dans la révolution. Moi, je ne me parle pas des élites qui sont... Mais il n'y a pas d'élite, Brahim, au regret. Hein. Il y a des individus qui peuvent demain constituer ensemble des élites. Mais je ne suis pas en train de voir une dynamique actionnée par des élites en tant que telles qui sont... Je ne vois pas, à part les étudiants qui sont en train de sortir chaque mardi et qui n'ont pas encore constitué de bloc actif. La société civile, elle est active depuis un moment.
Ils se sont réunis le 15 juin. Ça a donné ce que ça a donné. Peut-être c'est pas parfait, mais il y a une société civile, il y a des associations, des syndicats, des individus qui essayent de faire, Et à mon avis, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. C'est pas possible. On n'a pas dit il n'y a rien. On a dit là où on attendait des gens qui soient très présents, les élites intellectuelles, c'est eux qui se font appeler comme ça. Moi, je suis un intellectuel. Et des partis politiques, on attendait d'eux qu'ils soient vraiment au front, à l'avant-garde de ce qui est en train de se passer. Et ils sont totalement absents. Pas en tant qu'individus. Je sais qu'il y a des individus. Oui. Je ne sais pas, le FFS, moi je vais. Peut-être ça ne représente pas grand-chose. Le RCD non plus, le MDS, les restes de. Ali Belhadj, on lui interdit d'aller dans la rue. Donc voilà, c'est ça aussi notre réalité. Je parle des partis politiques et des élites intellectuelles en tant que bloc, en tant que. Aujourd'hui, par exemple, il y a un début, il y a un courant qui s'appelle le PAD. C'est des partis qui se réunissent. Ça vaut ce que ça vaut, mais si on rejette tout, on va on ne rejette pas. Au contraire, on appelle à l'émergence. Oui. Le PAD, ça regroupe des partis politiques comme le FFS, le Djihadid, il me semble, l'UCP, le RCD, le PST, le PT. Il y a tous ces gens qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Mais en tout cas, les gens qui sont dans la rue, les Algériens qui sont dans la rue, sont tellement en avance sur tous ces gens-là. Ils sont tellement dans l'action. Ça ne suffit pas. À un point où moi j'ai été époustouflé. Un slogan, il sort à Annaba à 8h, à 9h, il est repris à Oran. Oui. C'est comme s'il disait, on n'a plus besoin de leaders, on n'a plus besoin d'élites, on n'a plus besoin de partis politiques. Ce n'est pas une solution. Oui, je sais. Les mouvements spontanés, moi, j'y crois pas. Mais c'est peut-être que cela va générer des synergies. J'espère. Mais attendez, d'abord, ce ne sont pas des mouvements spontanés, ce sont des mouvements concertés entre les Algériens qui sont dans les réseaux sociaux, qui échangent, qui décident. Ce que je voulais vous dire, c'est que de l'autre côté, les gens qui refusent de partir ne restent pas les bras croisés. Ils sont en train de jouer à quelque chose de très dangereux. Ils sont en train de vouloir sortir, parce qu'on les a défiés. On leur a dit, puisque vous dites que le peuple veut voter, que le peuple est avec vous, faites-le sortir dans la rue, ce peuple dont vous nous parlez, mythique, qui n'existe que dans vos discours. Et ils sont en train de ratisser dans des milieux très pauvres où ils proposent de l'argent, en bon argent. Hein. Dans 2000 dinars, m'a-t-on dit, dans une ville, je ne me rappelle plus laquelle, si c'est l'Oued ou Tébessa, et ils les ramènent par autocar, et ils les mettent en avant, et ils ramènent derrière eux des appelés, des militaires en civil. Et là, ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils voulaient opposer une partie du peuple à une autre. Encore que, et nous allons montrer des images des deux, encore que ça n'a rien à voir entre des millions qui sortent et quelques centaines dans le meilleur des cas. Je ne sais pas si les images sont prêtes. Nous allons les voir. Ça, c'est l'Oued. Vous avez, ça, c'est l'Oued, Oued Souf. Ils ont ramené quelques... Et vous voyez, c'est les mêmes drapeaux. On voit que ça a été distribué. Et là, c'est le peuple. Et là c'est Tlemcen, les cars, regardez, les autocars qui ramènent les gens. Hein. Mnazmin, avec des drapeaux qu'on leur a distribués. Voilà, l'autocar. Casse-crotte, Kachir. Il l'empêche de filmer, vous avez vu. Et là, c'est dans la même ville, c'est le peuple.
qu'il veut faire croire, ce régime, en faisant sortir ces pauvres malheureux et ces soldats en civil? Tout son discours avance ce que nous avons vu. Qu'il tient le peuple et que le peuple veut l'élection présidentielle. Alors qu'il est dans le déni total de réalité. Oui, c'est vraiment un déni. Hein? Déni total de réalité. C'est comme si... Et ce déni total de réalité, les psychologues lui donnent un nom, notamment Freud. D'accord. Ils sont dans une situation traumatique. Un trauma, oui. Ils sont dans une situation traumatique, il y a un trauma, il y a un traumatisme. Ensuite, c'est un moyen de défense. Oui. Nous, on dit comme ça. ما تصعرفش. ما تقولش même يحكمك la main dans la poche de ta victime. C'est exactement ça. Le criminel ne reconnaît jamais. C'est pas ma main. Un déni total. Et cela, on peut le comparer, parce que l'Algérie est grosse d'une révolution, qu'on le veuille ou non. Et vous avez des femmes qui sont en situation de grossesse et qui nient leur grossesse. Un déni de grossesse. L'État... Je sais que vous n'aimez pas ce mot. Ouais, pas du tout. Oui, vous n'aimez pas ce mot, mais l'État, c'est une idée, simplement. Hein. Oui. C'est une idée. C'est comme un état d'esprit, un état de fait. C'est une idée. C'est comme ça que le définissait d'ailleurs Hegel. Moi, je lui mets un E majuscule et je lui donne l'importance qu'il devrait avoir. C'est pour ça que je n'accepte pas que ce régime soit qualifié d'État. L'État joue là-dessus. Le pouvoir, le système joue là-dessus. Alors, Sanhaja, nous allons voir d'abord une image d'un citoyen. Puis nous revenons à la discussion. السلام عليكم ورحمة الله. هاكم تشوفوا هاي البلاصات فارغة ها. هم راحوا منها جماعة استحمر ها. جماعة انتخب عطوهم كسكروط. جابوهم كسكروطات يشيشوا هنا للوالي والمير وكونكوا يقولوا رانا مع الجيش. احنا الجيش احنا رانا معاه، احنا رانا ماناش احنا رانا كونتر لي جينيرو. احنا رانا ضد لي جينيرو ماناش احنا كونتر الجيش لمعلوماتكم ها. هاي البلاصات فارغة ها. ما قعدوش قعدوا دقيقه وراحوا داروا بارود وطبلوا اوليو يحزنوا ويموتوا على الجماعه اللي ماتوا البارحه ولاتنا العسكر اللي داروا لهم كروشاج البارح ماتوا ربي يرحمهم على كل حال هاكم تشوفوا جابوهم من لي زونفيرون من طولقه وبنطيوس ومليلي وما عارف منين وحاشب وكذا ومنا وجابوهم هنا كونكوا جاي الشعب خوا الجيش وتاعنا احنا رانا كونتر لي جينيرو يا الانتخابات احنا ماناش كونتر الانتخابات احنا كونتر الانتخابات تحت العصابات ماناش كونتر الانتخابات. الانتخابات كي تكون شرعيه وما يكونوش فيها ارانب تاع بوتفليقه كجماعه بوتفليقه ننتخبوا احنا وكي تطبق ديجا الماده 7 و8. Moi, j'allais exactement dire la même chose. On n'est pas contre les élections. Parce qu'ils nous font passer pour... Nous, on organise un meeting de solidarité avec les syndicats, donc le 9 septembre, à la Bourse du Travail samedi qui arrive. Et on discutait avec les syndicats qui nous ont soutenus en 54. Hein. Ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais comment c'est-il que vous êtes contre les élections? Ils ne comprennent pas. Ils disent, c'est vrai que c'est la façon... pas la meilleure façon d'une démocratie, c'est la réalité. Hein. Il ne faut pas non plus idéaliser la démocratie. Mais pour le moment, ça reste la seule. Aujourd'hui, ça reste la seule. Le problème, c'est que ce qu'on dit, c'est que nous ne pouvons pas avoir des élections tant que les bourgas, quand je dis bourgas, parce que c'est un symbole. Hein, ça ne veut pas dire... Moi, j'ai été arrêtée le 4 octobre. J'en parle parce que j'étais au rassemblement pour commémorer le 5 octobre. Il y avait plus de jeunes de Bebloued et de Place des Martyrs qui étaient arrêtés que nous. Hein. Nous, on était une petite... Quand je dis nous, même si ce n'est pas le mot élite, je n'aime pas trop, mais il y avait un élu d'un parti, il y avait des syndicats, on était à peu près une vingtaine, certains ont été repris, notamment Hakim Haddad, le soir ils les ont repris. Et dans la salle à côté, il y avait des centaines de jeunes de Bebloued dont on ne parle pas, dont on ne peut pas là. Donc moi je dis, tant qu'il y a ces gens en prison, on ne peut même pas parler. Mais justement, vous faites bien de soulever ce souci de
des gens en France de partis politiques de gauche qui sont naturellement les alliés des peuples et qui ne sont même pas au courant, ils ne comprennent même pas ce qui se passe en Algérie. Pourquoi? Tout simplement parce que la presse française n'en parle pas. Il y a eu ici à Paris la plus grande marche des Algériens depuis octobre 61. Pas une ligne. Vous imaginez? C'est complètement aberrant. Comment expliquez-vous ce black-out? Parce qu'en l'occurrence, c'est un vrai black-out. Il y avait certains journalistes de France 24 qui ont été tabassés. Hein. Bon, oui, mais pour France 24, c'est parce que quand il y a des millions de manifestants, ils disent des milliers. Oui. Donc après, moi, sincèrement, ce que je pense, il y a deux pages. Pas tabassé, chassé. Chassé. Cécile, elle a été carrément... Il y a eu 2 pages dans Le Monde, hein, de samedi-dimanche quand même. 2 pages sur... Non, je parle de la télévision française. Ah oui. Là. Ouais. Ben, moi, je pense que le pouvoir français, il est en train d'attendre, de regarder. Parce que je ne défends pas, hein. Moi je suis d'abord une anti-coloniale, mais je pense que dès que, par exemple pour ce meeting de solidarité, tout de suite on parle de l'ingérence. C'est-à-dire, ils parlent, ils ont peur d'être taxés d'ingérence. Non, ils ne parlent pas, ils couvrent. D'ailleurs, le Monde ne parlait pas de la manifestation de Paris. Le Monde parlait des manifestations en Algérie. Moi je parle des manifestations de Paris. Mais le Monde n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé parce que, à mon avis, vous savez comment ça se passe. Ouais. La page était déjà prête le vendredi. Et demain, le lendemain, pourquoi il n'en a pas parlé? Et le surlendemain? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je pense qu'effectivement, il y a un problème. L'Algérie, ça reste Hadjaraf Sabbat en France. Voilà. Donc, il faudrait que... Moi, je pense que c'est trop court comme explication. Moi, je crois qu'il y a autre chose. Brahim Younsi, vous avez une idée? Je ne sais pas s'il y a eu des ordres qui ont été donnés. Moi, je ne sais pas, honnêtement. Hein. Il y a en France un lobby algérien qui travaille ici, qui est composé de gros pontes, y compris sécuritaires, y compris d'ex-ministres français, hein, y compris certains loubards algériens qui sont dans les affaires de gros contrats et tout, qui réussissent à faire taire la presse, qui réussissent à tromper le personnel politique français sur la réalité des choses. Ils sont très, très, très puissants. Et la meilleure preuve, on est cette non-couverture de la plus grosse manifestation algérienne à Paris. Brahim Younsi. Oui, tout à fait. Il y a des connivences. Oui. Et les connivences ne datent pas d'hier. Oui. Il y a toujours eu des connivences. Oui, mais là, c'est trop flagrant. Nous l'avons vécu. Je sais que c'est une vieille militante... nous avons vieille militante, vous n'êtes pas très galant. Hein. Non, je suis une militante. Il faut trouver tout sauf vieille. Il peut y avoir, je sais pas en matière d'âge. Je l'assume, j'assume la vieillesse de mon militantisme. Ah, voilà, quelle belle réponse. J'espère qu'il débouchera sur quelque chose. La vieillesse de mon militantisme. Dans l'action, vous avez des jeunes filles de 25 ans qui sont déjà de vieilles militantes. Ah, voilà, il corrige. Qui sont déjà de vieilles militantes. Nous avons été aussi empêchés, pour ne pas dire autre chose, arrêtés, éloignés, emprisonnés pour certains d'entre nous. Moi, je ne l'ai pas été, mais on a été éloignés. J'étais arrêté aussi, etc. Bon, on a empêché, arrêté de grands leaders qui ont été obligés d'aller sous d'autres cieux parce qu'ils étaient indésirables en France. Il faut le dire. L'opposition depuis... mais comment faire pour briser... Je vous donne un autre exemple, Brahim Younsi. Cette histoire d'El Magharibia qui a été chassé de Telsat. C'est un scandale énormissime. Absolument. Énormissime. Absolument. Ça veut dire, même les gens de Telsat qui ont reçu Yahya Bonouar, qui a pu donc, être le délégué des manifestants, il m'a dit ils ont baissé les yeux, ils n'avaient pas de réponse. Pas une ligne dans la presse française, pas un mot dans les télévisions françaises, ni même un acte de solidarité, ne serait-ce que ça, avec des confrères. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très gros derrière. Mais une conspiration. Une conspiration. Non, et comment, mais vous le dire sans sourire, sans rire. Sans sourire. Mais comment faire pour mettre fin à ce... Moi, je pense que c'est une affaire de sous. Il ne faut pas se mentir. Oui, mais on est d'accord. C'est une affaire d'argent. On est d'accord. C'est-à-dire, mais pas seulement. L'Algérie, surtout, je pense, ils attendent, parce que ce qui les intéresse, c'est qu'eux ne perdent pas le terrain en Algérie, le terrain d'abord économique. Hein. Mais pourquoi s'attacher à un régime qui est en train de jouer au Titanic? Ils ne savent pas.
Si à ce point-là, ils ne savent pas qui va couler, c'est grave. Ils ont un ambassadeur là-bas, des consuls, des services de renseignement. Je pense qu'ils sont en train d'attendre et de voir. À mon avis, ils attendent le 12 décembre pour voir où est-ce qu'ils mettent les pieds. Parce que ce qui les intéresse, c'est qu'ils ne surtout pas perdre leur part de marché. Et est-ce que ce n'est pas plutôt tu me tiens, je te tiens par la barbichette? Ils sont tellement engagés dans de gros scandales avec ce régime que ce régime est du genre à faire chanter. Il leur dit, si je tombe, je balance. Ça, franchement, je ne peux pas dire quelque chose. Moi, je n'ai pas pour devise de ne pas dire quelque chose dont je ne suis pas au courant. Mais la question économique est certainement importante, évidemment. Oui, évidemment. Mais je crois que la question politique est encore plus importante parce qu'elle est déterminante. Politique dans le sens stratégique ou dans le sens connivence? Non, quand je dis politique, c'est sur le plan interne, sur le plan des changements politiques. Ah, d'accord. Mais ce régime devient dangereux pour les Français. Si demain ça tourne mal, à Dieu ne plaise, ils vont avoir un tsunami politique, un tsunami migratoire. Et le tsunami migratoire, si jamais se produit, ça ne va pas être le cas de la Syrie. Ils vont avoir des millions d'Algériens ici en l'espace de quelques semaines. Donc, au contraire, ça devrait provoquer une réaction inverse. Ils ont certainement d'autres analyses que celles que nous faisons. Ils ont certainement d'autres analyses. Ils tirent des plans sur la comète, alors. Ils sont également dans le déni de réalité. Ils pensent pouvoir renverser la vapeur et la preuve en est. Je pense que c'est ce qu'ils veulent. Et l'analyse est claire aujourd'hui. On est arrivé à déverrouiller, nous sommes dans le déverrouillage de la ressource politique. La ressource politique est déverrouillée. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il y a une panique sur les deux rives de la Méditerranée. Il y a une panique parce que la ressource politique est en train d'être déverrouillée. Et si la ressource politique est totalement déverrouillée, c'est la ressource économique qui va être déverrouillée également. La ressource culturelle va être déverrouillée. La ressource idéologique va être déverrouillée également. Et je reviens parce que vous avez cité Ali Belhadj. Et si Ali Belhadj est empêché, effectivement, de manifester comme les autres, il est réprimé. Mais il y a une chose d'extrêmement importante à mes yeux, en tout cas, c'est que la conscience musulmane rejoint la raison démocratique. Et ça, c'est d'une extrême importance dans ce que... Moi, je n'ai pas compris. Franchement. Ah bon c'est-à-dire les islamistes deviennent démocrates, c'est ça? Non, mais oui, pourquoi pas. Les islamistes, j'ai dit la conscience musulmane. Mais au sujet de cette citation qui paraît très intéressante, mais que je n'ai pas comprise. Non, c'est-à-dire que les musulmans entrent dans la raison démocratique. D'accord. Ils entrent dans la raison démocratique. Ils ont appartenu et ils appartiennent à cet espace des raisons dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Et là, en ce moment? Oui. Mais en Tunisie, ils l'ont prouvé. Hein, oui, la conscience musulmane est en train d'épouser, de rejoindre... Conscience musulmane ou conscience islamiste? Non, la conscience musulmane. Tous ces trucs-là, la conscience musulmane... C'est-à-dire au sein des sociétés musulmanes, c'est ça. Il y a une prise de conscience... Et ceux qui se pensent... Oui. Et ceux qui se pensent comme musulmans rejoignent la raison démocratique. Ce n'est pas seulement les islamistes. Là j'ai mieux compris. Là, je comprends mieux. Et ça, c'est d'une extrême importance. Et les changements à venir, l'analyse que font les Français, les laboratoires français, partent de cette question-là et voient que la conscience musulmane, et d'ailleurs des auteurs comme Harkoun, avait fait des pages et des pages sur cette question-là, sur la raison islamique bien entendu, mais sur la conscience, parce qu'il y a un problème de conscience des réalités. Parce qu'en fait, les musulmans, c'est des citoyens, et à un moment donné, la réalité les rattrape. On ne peut pas être dans un truc juste idéologique. C'est peut-être eux qui ont rattrapé la réalité, ils se sont rattrapés les âges. J'ai envie juste de revenir sur le débat sur la France. Je pense d'abord il y a des intérêts économiques et ça, on ne peut pas le nier. La deuxième chose... J'ai dit que c'était important. C'est très important. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Je pense il faut qu'on l'entende. Hein. Cette histoire d'ingérence, moi j'étais dans les premières manifs à Alger
ou même à la place de la République, où il y a eu des pancartes, Macron, mêle-toi de tes affaires. C'est une réalité. C'est pour ça que quand je dis Hadjara Fsabat, ce n'était pas comme ça. Hein. C'est-à-dire c'est un vrai débat et que peut-être nous, ici, les Algériens de France, on va contribuer à en débattre, à le porter à la réalité. Parce que cette histoire que la France nous raconte sur l'Algérie, ça y est, non, l'Algérie, elle est encore là. L'Algérie, elle est encore là. Et les liens avec... Pourquoi on attend plus de la France? C'est pas parce que d'abord, l'immigration algérienne la plus importante, elle est en France, et il y a une histoire. C'est pour ça. Et cette histoire, je pense aujourd'hui qu'on contribue. Et j'ai envie de dire, par rapport à nos concitoyens, à nos amis, camarades, frères, etc., qu'il faut faire la différence entre l'ingérence et la solidarité. C'est important. Parce que... Entre peuple et État. Entre relation, le peuple français est un peuple ami. Exactement. Et nous devons le considérer comme tel. Peut-être pas tout le peuple. Là. Moi, je suis non, pas... Non, mais non plus, pris dans son concept global. On peut, si nous sommes pour les peuples, pour l'amitié des peuples, on ne peut pas ne pas... Oui, une grande partie. Mais maintenant, s'il y a dedans des fascistes, des extrémistes, oui, il faut quand même 30%. On s'en fiche un peu. Il faut quand même 30%. Oui, mais... qui sont effrayants quand même. Mais j'ai envie de dire, il y a des personnes qui ont donné de leur corps et de leur vie. Je pense pas forcément à Maurice Audin qui était là-bas, mais même tout le réseau Janssen. Oui, toutes les personnes qui ont refusé de faire la guerre. Ces gens qui ont signé des pétitions, qui ont cotisé, qui ont aidé. Et c'est des gens qui l'ont fait au nom d'un idéal. Absolument. Au nom d'un idéal de justice. Et c'est ceux-là qu'on interpelle aujourd'hui. Mais pourquoi les Algériens de France, des gens comme vous, qui militent, qui battent le pavé, qui connaissent des organisations de gauche, qui sont très actifs, pourquoi ne parvenez-vous pas à attirer l'attention de l'opinion publique française sur cette connivence très malsaine entre les deux États? C'est pour ça qu'on fait un meeting le 9 novembre, là, à la Bourse du Travail, où on donne la parole à tous ces progressistes, pour ne pas citer, venir donner leur point de vue. Nos amis anticoloniaux, je pense à Olivier Lecourt-Grand-Maison, je pense à Gilles Manseran, je pense à toutes ces personnes qui sont de notre côté, qui vont venir prendre la parole avec nous le 9 novembre à la Bourse du Travail. Oui, mais il y a un souci. Moi, je vais vous parler franchement, je sais que je vais me faire lyncher, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire. Le problème est que dans votre mouvance, il y en a certains qui se disent de gauche, comme ça, par pur formalisme, ne sont pas de gauche, n'ont pas été, ne l'ont jamais été, et qui ont pris en otage... Ils sont de gauche de cœur et de droite de porte-monnaie. Voilà, c'est comme Boumediene avant, il clignotait à gauche, il tournait à droite. Hein. Mais sinon, le problème est que ces gens, la plupart de ces gens, qui ont pris en otage cette nébuleuse algérienne de gauche, qui sont des éradicateurs féroces, qui ont permis à ce qu'un massacre se commette à huis clos et qui, jusqu'à aujourd'hui, sont en train de tromper la gauche française sur la réalité de la question, qui agitent des épouvantails islamistes partout. Je pense qu'ils sont minoritaires. On les connaît, on les pratique. Bien sûr, minoritaires, c'est trop dire. Hein. Aujourd'hui, ils sont minoritaires, Au contraire, à mon avis, ils sont hyper présents. Ils sont comme toutes ces minorités agissantes qui font beaucoup de... Moi, en tout cas, autour de nous, ils sont minoritaires. Ça, c'est clair. Ben, moi, je pense qu'on ne peut pas être de gauche et accepter, souhaiter une démocratie sous les chars. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Je pense exactement comme vous. On ne peut pas être de gauche et revendiquer une démocratie sous les chars. C'est tout. Très bien dit. Si on veut combattre nos adversaires, c'est avec le débat. Même si nos adversaires ne le font pas, peut-être une fois. Mais nous, justement, parce qu'on est démocrates, qu'il faudrait qu'on les combatte avec nos idées, avec le débat, avec l'échange avec le peuple. Mais pas la preuve. Exact. On ne peut pas avoir une démocratie sous les chars parce qu'elle se retourne contre toi un jour. Absolument. Alors, avant de recevoir Chaban, Chaban, je t'en prie, hein, on ne va pas faire de chichi, nous on entre normalement. Hein. On est en direct, bonsoir. Ça va, madame. Bonsoir. Le temps d'être équipé, je pose une question à Brahim Sanhaja sur les candidats qui se présentent. Moi, je n'arrive pas à les comprendre, ces gens.
il voit très bien ce qui se passe. Il voit très bien que le peuple algérien, ce n'est pas une partie du peuple, que le peuple algérien est dans la rue à dire non à ces élections. Il voit que si la junte s'obstine à faire passer ces élections, j'essaie de parler simplement, hein, c'est parce que la junte ne trouvera la façon de se maintenir au pouvoir qu'à travers un président très faible. Cette fois-ci, elle n'aura même pas besoin de frauder. Quel que soit le président qui sort, à 5 ou 6%, il sera forcément tellement faible qu'il se mettra tout seul, comme un grand, sous les Rangers. Donc, tout le monde le voit. Et ces candidats, ils ne voient pas ça. C'est évidence. Ces candidats, c'est les appendices du pouvoir, quoi. Voilà, ce pouvoir n'est pas tombé. Donc, il a des candidats. Benflis, à mon avis, il rêve d'être candidat. Depuis, ça fait des années qu'il se présente. Oui, c'est l'occasion. C'est l'occasion ou jamais pour lui d'être président, même un président d'un peuple élu à 5%. Alors, nous allons poser la question à Chaaban, mais avant cette question, je vous demande d'interréagir avec lui. C'est un candidat contre la révolution. C'est un président contre la révolution. C'est quand même, il faut faire. On ne peut pas mieux dire, franchement. Alors, Chaaban, d'abord, nous allons commencer par ce cas très emblématique de toute la révolution qui se déroule en ce moment. Je crois qu'il ne faut pas craindre de prononcer le mot révolution. C'est l'affaire Borga, commandant Haj L'Akhdar Borga. L'Akhdar Borga, effectivement. Donc, qui sait, c'est pour que nos téléspectateurs aussi puissent nous suivre, même si nous, autour de cette table, on sait très bien qui il est. C'est un haut responsable militaire de l'armée de libération nationale, si je me trompe, vous me le dites, durant la guerre contre le pouvoir colonial français entre 1954 et 1962. Pardon. Entre 56 et 62. Parce que là, ils ont essayé de le coincer. Entre 54 et 56, eux, ils ont dit qu'il était dans l'armée française. En fait, c'était un conscrit, c'était un appelé de force. Dès qu'il est sorti de son service militaire français, il a rejoint le maquis, et le maquis de l'intérieur, pas celui de Tunisie ou d'Oujda. Je vous laisse poursuivre. Pour ces précisions. Alors, il est inculpé aujourd'hui, malheureusement, depuis maintenant 4 mois, d'outrage à corps constitué et de participation à une entreprise, je cite bien les chefs d'accusation, de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale. C'est un vétéran respecté bien évidemment en Algérie. Il fait partie de ce mouvement de contestation et malheureusement, il est incarcéré depuis maintenant 4 mois, c'est-à-dire depuis le 30 juin. Donc, il y a 2 jours, il a dû subir en urgence une opération, une opération qui s'est plutôt bien passée selon maître Abdelrahman Salah, son avocat, pour une hernie abdominale. Alors, ce qu'il faut aussi souligner encore une fois, ce sont bien évidemment ces conditions d'hospitalisation, puisqu'il a été hospitalisé sans que sa famille et ses avocats ne soient initialement informés. Donc là, je cite Saïd Salhi, qui est vice-président de la Ligue algérienne et de la défense des droits de l'homme. Et il a été transféré sous escorte et sa famille n'a pas pu le voir. Alors, c'est une arrestation qui, parmi tant d'autres, malheureusement démontre le... Non. Je citais Saïd Salhi. Une arrestation qui, parmi tant d'autres, malheureusement, démontre le recours abusif de la détention provisoire, puisque vous le savez certainement, par la justice algérienne, alors que le code de procédure, lui, pénal, la qualifie de mesure exceptionnelle. En l'occurrence, là, malheureusement, il y a plusieurs détenus qui sont en détention provisoire. Et je rappelle que pour Borga, il a été... accusé d'atteinte au moral des troupes, mais en fait, c'était parce qu'il avait dit que Gaïd Salah a déjà un président élu, entre guillemets, sous le coude. C'est ce qu'évoque notamment ces... Je peux dire quelque chose bien sûr. Détention provisoire, parce que vous parlez seulement des détenus politiques ou des détenus d'opinion. Il y a des milliers de détenus dits de droit commun qui sont en détention provisoire. Et on n'en parle jamais, alors que ce sont des innocents. C'est de ce que j'ai parlé tout à l'heure. Tout à fait. On a eu l'occasion d'évoquer ici sur ce plateau. Alors bien évidemment, tout le monde dénonce cette arrestation et tout le monde dit clairement qu'il pourrait être laissé en liberté provisoire puisqu'il est connu. Et tout ça, ça fait référence malheureusement aussi à Kamel Eddine Fekar qui lui donc
est décédé malheureusement d'une grève de la faim, qui est décédé donc Mohamed Tamal, entre autres, exactement, le 28 mai. Donc, bien évidemment, les Algériens dénoncent cette arrestation et se demandent pourquoi le pouvoir actuel ne libère pas cette personnalité politique qui est reconnue dans le pays. Alors, et cette histoire dont nous parlions avant que vous n'arriviez, Chaban, des 5 candidats, alors moi, ce que je me demande vraiment, c'est comment vont-ils pouvoir faire leur campagne électorale? Alors, on va en parler dans quelques secondes. Alors, qui sont-ils? Ils ont un point commun, en tout cas. Ils sont tous liés, de près ou de loin, à l'ancien chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Alors, Ali Benflis, qui, lui, en tant que directeur de cabinet à la présidence, puis chef du gouvernement, Ali Benflis, sa campagne est très mal partie. Je vous propose de regarder cette vidéo. Il est sorti d'un restaurant au sud-ouest d'Alger et il a été accueilli plutôt pas mal par les Algérois. Voilà, quelques extraits où il a été accueilli. Alors, si je traduis plutôt bien, on lui dit tout simplement « Vous avez volé le pays, donc dégagez ». Vous pouvez réagir, bien évidemment. On a Abdelmajid Tebboune, qui fut, lui, plusieurs fois ministre. Lui, bien sûr. Oui. Notamment sur les fonctions qu'il a occupées. Il n'a pas été seulement directeur de cabinet. Il était d'abord directeur de la campagne de Bouteflika. Ensuite, il est devenu secrétaire général de la présidence et ensuite Premier ministre de Bouteflika. Ensuite, candidat à la présidentielle. C'est ce que je vous disais, ils sont tous liés, bien évidemment. Là, on résume dans les grandes lignes leurs fonctions, puisque le temps est compté. Djamaldine Abdelmajid Tebboune, qui fut plusieurs fois, lui, ministre, puis Premier ministre. On a Asdine Mehoubi, qui est ministre de la Culture. Abdelkader secrétaire et président du RND. Il ne faut pas l'oublier. Très important. RND, parti politique en Algérie. Abdelkader Ben Grina, qui lui a été ex-ministre du Tourisme entre 97 et 99, entre autres. Et Abdelaziz Belaïd, que vous devriez normalement avoir à l'écran. Les téléspectateurs devraient avoir à l'écran les images de ces 5 candidats qui, lui, fait partie de l'organisation de la jeunesse et qui ont aussi obtenu le soutien de l'ancien président. Alors, bien évidemment, même si ces 5 candidats sont officiellement candidats, il y a plusieurs points. D'abord, le mouvement populaire, vous le savez, vous le disiez avant, rejette totalement cette élection, sans le départ du système actuel. Et puis, cette campagne, ça va être une très, très grosse difficulté pour ces candidats, puisqu'on l'a vu il y a quelques instants sur ces images, il est impossible d'aller aux électeurs, voilà, dans la rue. C'est une campagne qui n'aura pas lieu d'être. D'ailleurs, le terme n'est même pas approprié. Comment faire une campagne avec la population lorsqu'on sait que les candidats ne peuvent pas avoir accès en fait, à la population? Bouteflika n'a pas fait de campagne. C'est l'aide de se balader dans tout le pays avec un portrait géant. Oui, mais vous allez peut-être pouvoir apporter des précisions. Peut-être sur les dernières élections, 2014, il n'y avait peut-être pas 20 millions, c'est vrai, 25 dans millions la rue. de jeunes, de familles, d'enfants, de bébés dans la rue. Donc c'est une campagne qui s'annonce plutôt très difficile pour ces candidats. Mais on sait très bien que le 12 décembre, il n'y aura pas d'élection, sachant que ces candidats sont très âgés et ils sont en décalage total avec... Vous pensez qu'il n'y aura pas d'élection? En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que la population, le peuple algérien a fait preuve d'exemplarité, donc il y aura un pacifisme. Je pense que l'armée restera aussi assez distante, car je pense que s'il y avait eu peut-être des échauffourées ou des interventions plus musclées, elles auraient dû avoir lieu dans les premières semaines. Et vous ne pensez pas à la provocation? Provoquer de la violence pour pouvoir recourir à la force armée? La provocation, elle a lieu maintenant depuis plusieurs mois, quand on interdit un drapeau. Moi, je pense, je ne suis pas aussi optimiste que vous. Je pense qu'il peut y avoir provocation et surtout de la part du pouvoir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des provocations, des intimidations, on le voit. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Maintenant, depuis plusieurs mois en Algérie, il y a des intimidations, il y a des provocations. Mais ce qui va être important à l'intérieur de ce 12 décembre, ça va être la réaction du peuple. Quoi qu'il arrive, ce qui est sûr aujourd'hui, ce qui est démontré par vous, spécialistes, militants, c'est que même si le président est élu,
il aura le même rôle que le président actuellement intérimaire. Le peuple continuera à être dans la rue pendant des mois et des mois et des semaines. En tout cas, moi, c'est un peu les choses que je vois. Et il ne sera pas légitime comme le président actuel, Abdelkader Ben Salah. En tout cas, je pense qu'il faut demander au peuple de rester. Ouais. Parce que moi, j'ai un peu peur. On discute dans la rue à Alger ou même ici. J'ai un peu peur que s'il y a les élections, ça décourage. Moi, j'ai envie de dire à mon peuple, c'est des élections. Il ne faut pas que ça soit annulé. Enfin, voilà, ce n'est pas le but. C'est leurs élections. Nous ne sommes pas concernés par ces élections. Même s'il y a des élections, il faut s'opposer le plus possible. Il y a deux choses. Factuellement, officiellement, à moins que le gouvernement recule, il a reculé le 5 juillet, il a reculé en avril. Qu'il recule, moi en tout cas, je ne le pense pas. Il y aura peut-être des élections officielles le 4 juillet. Ouais. Il y aura peut-être des élections officielles. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que 90% de la population algérienne rejette ce système, vont rejeter ces élections et ne vont pas du tout suivre. Et à mon avis, j'en suis persuadé, ils vont continuer à être dans la rue. On va s'arrêter très rapidement sur l'allocution. C'était aujourd'hui, ce matin, à Alger, donc de Ahmed Gaïd Salah, qui est le chef d'état-major. Les téléspectateurs ont l'occasion de voir à l'écran les traductions avec nos confrères de TSA. Mais je voudrais qu'on s'arrête notamment sur la première partie de son intervention concernant ces élections. Dans ce cadre, précisément, nous réitérons que nous veillerons à réunir toutes les conditions de réussite de ces élections, notamment sur le plan sécuritaire, comme nous réitérons une fois encore que l'armée nationale populaire accompagnera le processus électoral dans toutes ses phases, tel que nous sommes en maintes fois engagés de le faire, et ce, contrairement à ce que véhiculent certains porte-voix tendancieux. Donc, encore une fois, on a un chef d'état-major qui est totalement sourd, puisque derrière ces termes de porte-voix tendancieux, on peut imaginer des militants, des responsables politiques ou encore une fois des journalistes. Et sur la deuxième traduction, sur la deuxième partie notamment, et ça c'est aussi assez fort, hors élection, dans la première partie de son intervention, c'est une position qui confirme que notre armée est authentique, qu'elle est issue du peuple et qu'elle reflète véritablement le sens de sa dénomination, Armée nationale populaire. Je laisse les téléspectateurs. Bien sûr qu'elle est issue du peuple, elle ne peut pas venir de Mars, de Neptune. Mais sinon, sur le point, Brahim Younsi, de couvrir les élections, ce n'est pas le rôle de l'armée, c'est le rôle du ministère de l'Intérieur, normalement. Absolument. Ce n'est pas à l'armée d'accompagner les élections, de les couvrir, de les accompagner. L'armée en temps de paix. Oui. Et nous sommes en temps de paix. Et on n'est pas en état d'exception ni en état de siège. De rien. En temps de paix, l'armée doit être dans ses casernements. Oui. C'est le politique qui gère. Absolument. Sur le en matière de sécurité, c'est le ministère de l'Intérieur. Absolument. C'est ça qui fait le décalage avec l'Algérie aujourd'hui depuis plusieurs mois. C'est qu'il faut savoir qu'une armée, elle est là pour défendre son pays avec l'ennemi extérieur. Oui. Point barre. Je vous défie de voir l'armée en France comme ça, accompagner des élections. Et pour terminer, on voit, enfin pour terminer en tout cas, je vais vous laisser réagir bien évidemment, mais on voit aussi que Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major, intervient beaucoup plus que le chef de l'État intérimaire. Donc, il y a un réel... c'est comme si aujourd'hui, on avait Lecointre en France, qui est le chef d'état-major, qui, lui, pourrait intervenir comme ça, alors qu'on ne l'entend jamais. D'ailleurs, on ne connaît pas réellement son nom et son prénom. C'est ça le décalage aujourd'hui avec l'Algérie, et c'est ce que dénoncent beaucoup les manifestants. Avant une dernière question, Brahim Younsi, vous voulez... Depuis le mois d'avril, le chef d'état-major est devenu le souverain. C'est clair. Il est devenu le souverain. On dirait qu'il y prend plaisir, non? Oui, justement. C'est un joujou. Il y prend goût. D'autre part, pour reprendre Raymond Aron, en temps de guerre, le soldat représente l'État à l'extérieur, sur le champ de bataille. En temps de paix, le diplomate représente l'État à l'extérieur. C'est normal. Exact. Et à l'intérieur, le soldat doit être dans la caserne et le politique qui gouverne. Oui. Mais en l'occurrence, il dit, lui, que nous allons couvrir les élections, nous allons les accompagner, nous allons les sécuriser. Après, on peut analyser, on peut aussi avoir plusieurs traductions de ces mots-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous serons là aussi, quoi qu'il arrive, pour que ces élections aient lieu. On sera là aussi pour vous, électeurs, électrices, faire en sorte que vous puissiez voter facilement. Enfin, derrière ces messages... Consciemment ou inconsciemment, il pense qu'il va y avoir des troubles. Voilà, exactement. En tout cas, ce n'est pas ce que démontre le peuple aujourd'hui. On avance. Par contre, ce qui est important... Pardon, il va les créer.
Alors, oui. Je voudrais juste réagir sur une chose, c'est que, en tout cas, en aucun cas, ce matin, il a évoqué paix à leur âme, Samir Adiden, Mohamed Brahimi et Massa Zoubir, qui sont 3 militaires algériens qui font partie des troupes algériennes, donc dont le patron est Ahmed Gaïd Salah, et il n'a pas du tout évoqué. Ils sont tombés sous les balles des terroristes hier, donc à Tipaza, et 2 terroristes ont été tués. On nous dit 3 terroristes aussi et 3 soldats, mais bon, en tout cas 3 soldats ont été assassinés, pris dans une embuscade. C'est ça. Et M. Ahmed Gaïd Salah n'a pas soufflé mot. Exactement. Vous sur me prenez les mots de la bouche, ce qui est à reconnaître ce matin, c'est vrai qu'il n'a pas du tout rendu hommage et il n'a pas reconnu la disparition de ces 3 soldats qui sont des soldats algériens. Alors, dernière question avant de finir l'émission. La censure n'en finit pas. Après l'affaire Eutelsat, donc qui a chassé le Maghrébia en violation de la loi, en violation de la loi française, en violation des principes, en violation de la déontologie, de l'éthique journalistique, en violation de tout. Et donc, ils nous ont dit alors, on va d'abord voir des images en live de Tizi Ouzou et je reviens à la question. Alors, avant de revenir vers vous, Chaban, je rappelle que jeudi soir, à partir généralement de 19h, c'est devenu la soirée Mehres Zgharit, et klaxon aussi. Donc, pour annoncer le vendredi de demain, ils leur ont dit, bon, vous faites sortir les pauvres malheureux que vous ramenez avec 2000 dinars et des soldats en civil. Ben nous, jeudi, c'est le Mehres Zgharit, et vendredi, nous allons vous ramener le peuple dans la rue. Ce qui se passe actuellement avec cette révolution algérienne entre le mardi des étudiants, qui n'est plus d'ailleurs les étudiants, parce qu'on voit des familles, accompagnés. Entre le dimanche à Paris, les conférences, les séminaires, les jeudis, les jeudis, les vendredis, on se rend bien compte que plus on approche du 12 et plus ce peuple il est unique, surtout parce qu'il est capable de rester des nuits et des nuits et des nuits dehors pour sauver ça a été le cas au 1er novembre, la veille du 1er novembre. Exactement. Les gens ont dormi dehors. Des millions de gens ont dormi dehors. Alors, après l'affaire Eutelsat, on a fait taire El Maghrébia. Maintenant, on ne comprend pas. C'est comme si ce régime disposait de moyens absolument extraterrestres. Il a réussi à faire censurer des gens sur Facebook. Oui. En tout cas, c'est ce que revendiquent plusieurs. On l'a vu, hein, d'ailleurs, on a même ici des collègues à la rédaction ou certaines associations, certains groupes de militants politiques qui, depuis le 22 février, chemin faisant, les mois et les semaines avancent et petit à petit, on entend, moi j'entends à plusieurs reprises, le dimanche notamment, place de la République, que j'ai plus de connexion, j'arrive plus à ouvrir ma page, etc. Donc, ce que s'est-il passé? Bien, hier, ce sont ces manifestants, on va maintenant regarder ces images qui se sont tout simplement rendu au siège de Facebook à Paris pour dire OK. À Paris ou aux États-Unis? Paris. À Paris. D'accord. OK, vous étiez là depuis le début, puisque le réseau social numéro 1, c'est Facebook. Et Facebook, ça permet aussi d'échanger. Ah oui, comment? Et on est très bien placé pour le savoir, puisqu'on a le plaisir de montrer les images que le monde entier nous envoie. C'est des images réelles aussi grâce à Facebook. Mais ce que vont dénoncer ici les manifestants, c'est de dire, aujourd'hui, pour nous, Facebook a viré de bord. Est devenue aujourd'hui une arme entre les mains du système qui s'appuie sur ce réseau social pour organiser la contre-révolution. Facebook accepte intentionnellement l'ouverture de milliers de faux comptes par des agents du pouvoir. Facebook ferme des milliers de comptes de militants pour brider la parole du peuple algérien. Facebook sert de bouillon de culture à tous les opportunistes payés par ce pouvoir pour casser la révolution. Facebook, qui était une véritable agora, est devenu un lieu de propagande pour la dictature algérienne. Facebook, qui était un lieu d'échange, est devenu le lieu de l'injure des militants par des agents payés par le pouvoir. Tout cela sous le regard bienveillant de Facebook. À travers ces agissements, Facebook devient un complice manifeste de la dictature
dénonçant fermement cette complicité avérée. J'ai envie juste de dire un mot par rapport, parce que les gens vont se poser la question pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde. Juste parce que je les connais, ils sont avec nous dans le mouvement sur la place République. Ça a été quelque chose de très fermé, très secret. Oui, oui. Parce que l'idée, c'était vraiment de le faire dans le secret. Ce qu'on appelle les coups de poing. Les coups de poing. Voilà, coup de comme poing. on peut faire le dalle ici en France quand ils montent sur la Tour Eiffel pour mettre un truc. C'est pour ça, voilà, je le rappelle, c'est important. Alors, on a vu ces manifestants donc, qui dénoncent. Alors, ça serait très compliqué, il faudrait passer du temps, puis il faut avoir des spécialistes pour essayer de comprendre comment ça se passe. Mais aujourd'hui, faut imaginer une grande salle, par exemple, à recruter 1000, 5000, 10 000 personnes qui, elles, vont dénoncer sur leur page certaines pages de certaines personnes. Et à un moment donné, ce qu'on appelle, il y a des algorithmes qui fait que, donc aujourd'hui, ce que dénoncent les manifestants, c'est de dire, voilà, le pouvoir algérien recrute des personnes pour dénoncer certaines pages et Facebook, automatiquement, les fait fermer, alors qu'aujourd'hui, tous ces manifestants n'ont malheureusement plus la possibilité de se prononcer. En tout cas, moi je l'ai vécu et je le vis encore au quotidien. C'est plus les semaines avancent, il y a de plus en plus de réactions. Mon téléphone est coupé, j'ai plus de connexion. Alors, coïncidence ou pas, la question se pose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. On a une dernière petite minute 30 secondes. Pour juste citer que la chaîne 3 donc, a déprogrammé l'émission actuelle, programme de débat politique présenté par Nahal Bekralas, qui est une journaliste qui a été aussi informée sans préavis à la dernière minute suite au changement de direction, notamment le nouveau qui vient d'arriver, c'est Nazim Aziri, Reporters sans frontières, dénonce la suspension de l'émission actuelle et apparemment c'est suite à la programmation d'une invitée qui fait partie de l'opposition. On félicite le RSF d'avoir dénoncé ce qui arrive à notre confrère Chaîne 3, qui sont parmi le fer de lance de la presse française. Exactement. Mais on se demande pourquoi RSF n'a rien dit sur El Maghribi. Vous m'avez pris la chute de la chronique. Voilà. Donc c'est ça, malheureusement, on dénonce qu'aujourd'hui, El Maghribi est toute seule un peu à lutter contre Telsat, puisque personne... Alors, je voudrais dire une précision qui m'est arrivée à l'oreille. Il y a une petite mouche qui est arrivée là, qui m'a soufflé quelque chose. C'est qu'en Algérie, ils ont recours. Ce n'est pas Facebook. Ils ont recours à des hackers très spécialisés, comme vous le disiez, des milliers, qui sont financés par les Émirats et qui font tout pour faire exploser Facebook sous des dénonciations de comptes. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Mais le problème, c'est que Facebook, qui est très spécialisé en la matière, est laissé passer, qu'elle n'ait pas réagi. Deuxièmement, en Algérie, il y a deux sociétés, l'une française, nous dit-on, et l'autre dont je ne peux pas dire la nationalité pour ne pas tomber dans certaines choses, mais vous devinez un peu ce que je veux dire, qui sont en train de travailler dans la réduction. Si je dis publiquement, il faut assumer. Oui, mais... moi, je peux le dire. Mais c'est pour réduire la connectivité. Ça veut dire, c'est comme un robinet que vous fermez. Au lieu qu'il coule normalement, on laisse passer que du goutte à goutte. Sur le réseau Internet, vous voulez dire? Sur le réseau Internet. Ça, ce qui fait que le monsieur qui veut voir une vidéo, il reste de 5 minutes, il reste 1 heure à la voir tourner. Croyez-moi qu'un virement bancaire, c'est très difficile quand il n'y a pas de réseau. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que ce n'est pas spécialement Facebook qui reçoit une lettre comme l'a reçue Telsat, puisque Telsat nous l'a dit clairement. Oui. Nous avons reçu une lettre et les ordres du pouvoir algérien. C'est une lettre... Les ordres, c'est bien dit, le mot est bon. Exactement, alors que Facebook, ça passe par des algorithmes, enfin voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, malheureusement. Je voulais juste rappeler une chose, c'est que pour le moment, la chose qui gêne le plus ce régime, encore plus que les manifestations de ces millions d'Algériens, de ces jeudis soirs du Mehrès, de ces vendredis des manifs, de ces dimanches parisiens, de ces mardis des étudiants. Vous savez, ce qui le gêne plus que tout ça réuni, c'est la selmia, c'est le pacifisme. Parce que jamais il n'a pensé à une telle arme de destruction des régimes despotiques. La selmia. Il faut rester dans la selmia et surtout aussi la selmia dans la fraternisation. Tous les Algériens sont frères. Ils sont face à un même ennemi et l'ennemi qui cherche à les diviser coûte que coûte. Nous ne tomberons pas dans ce piège. Merci à mes amis, à mes invités qui sont ici avec moi. Dommage que Brahim Senoussi n'ait pu nous rejoindre. Merci Sanhaja Akrouf. Moi, j'aimerais quand même rappeler le rendez-vous. Soyez au rendez-vous le samedi là qui arrive.
à partir de 13h, au 29 boulevard du Temple, métro République, à la Bourse du Travail. Il y aura des syndicats, il y aura tous les amis de l'Algérie. Et moi, je veux dire ça, Chaban, rapidement. Non, ben moi, restez pacifique. Voilà. Alors voilà, nous allons vous montrer en sortie une petite vidéo de أنا عنصر من الحراك ضد الانتخابات. Regardez. حيسمع الإصابات في الجزائر. السلام عليكم. أنا مواطن جزائري. أنا لا أنتخب ضد وطني، لا لانتخابات العصابات، لا لرسكلة العصابة. وتحية الجزائر. السلام عليكم خالتي. أنا عنصر من الحراك من ولاية عنابة. إدعم الحراك يتنحى الجاع كنت هدية كاملة خير بدي صالح حقيقي صالح كامل دي قاعد. السلام عليكم.